Les développeurs doivent-ils avoir peur de GPT-5? Ça, c'est la question que Micode a posée, c'est la dernière vidéo de sa chaîne, et on va y réagir. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de l'audience de Micode, de sa chaîne, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur centralien, j'ai 10 ans d'expérience, je suis data manager maintenant donc pour le gouvernement australien, je m'y connais un peu sur GPT 3.5 et 4, puisque j'ai notamment fait la vidéo de vulgarisation, l'une des plus techniques dans le YouTube francophone, sûrement la plus technique en vrai, à voir s'il y en a d'autres depuis, et je parle de ça aussi au travail. Bref. Si vous n'avez pas fait une overdose complète des contenus traitant de ChatGPT et des large language models, vous avez peut-être suivi à quel point, semaine après semaine, ces mystérieux robots parlants sont passés de sympathiques joujoux permettant de buzzer sur Twitter à de réels outils vraiment utiles. C'est vrai qu'il y a une déferlante de vagues sur GPT 3.5, 4, ChatGPT lorsque ChatGPT est sorti. C'était incroyable, j'ai fait les miennes aussi, j'ai fait 5 tutoriels je crois au total dessus. Donc ouais, ça a bien marché, mais maintenant il y a des trucs hyper forts qui sont sortis, beaucoup d'applications, aussi bien de ChatGPT lui-même que vous connaissez peut-être, et d'autres modèles. Bref, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous apprendre potentiellement sur le sujet. Par exemple, ça, c'est un bot qui permet de poser des questions à n'importe quel projet sur GitHub. Par exemple, vous voulez savoir comment fonctionne Google Chrome? Et bien pas de problème. On cherche et on demande à Cody. Pas de doute donc, les LLM peuvent déjà automatiser. Ça c'est incroyable, hein. Le fait de pouvoir poser des questions directement sur des full dossiers techniques, c'est insane, c'est vraiment top. Beaucoup de tâches que les devs avaient toujours fait manuellement jusqu'ici. Mais assurément, ça ne va pas plus loin. Bien sûr que si, ça va plus loin. Et la réponse à la question « Est-ce que le métier va disparaître ?» c'est oui et non. Non, évidemment que ça ne va pas disparaître en tant que tel. Par contre, déjà, tous ceux qui ne l'utilisent pas, c'est mort. Enfin, dans 3 ans, c'est ratata, il n'y a plus rien qui marche. Ou bien leur rentabilité est largement inférieure parce qu'ils ne vont pas être aussi efficaces. Et de l'autre, dans le métier lui-même, il va y avoir des changements. Des tâches que tu fais maintenant qui te prennent peut-être 40, 30% de ton temps, 50, 60% de ton temps, qui vont se réduire à 5%, et d'autres qui vont se développer, notamment tout ce qui est prompt engineering et savoir utiliser les bons outils, ceux qui sortent, ceux qui sont solides, et j'imagine qu'il va nous en parler de quelques-uns. À tous ceux qui expliquent que c'est la fin des programmeurs humains sont des ignorants. Voilà, gagner du temps éventuellement, mais remplacer totalement les développeurs, c'est impensable. C'est la défense très sûre d'elle qu'on a beaucoup entendue sur Twitter de la part de certains devs, quand tout le monde s'extasiait des performances en code de GPT-4 ou Starcoder. Non, les performances sont incroyables, hein. Enfin, pour l'utiliser au quotidien, avec les mesures de sécurité qui sont appropriées, c'est très performant et c'est largement plus puissant que beaucoup de juniors dans le métier. Alors, pour tenter de répondre à cette question une fois pour toutes, j'ai eu l'idée d'une expérience. J'ai préparé l'exercice de code suivant. Le but est de créer un mini-jeu de QCM en 2 heures. C'est bien, et en vrai, c'est sûrement l'une des meilleures manières de faire des tests, c'est par rapport à un objectif réel qui pourrait se retrouver dans le monde du travail. Et d'ailleurs, parenthèse, on parle souvent, en ce moment j'entends des vidéos sur comment est-ce qu'on peut apprendre le code aux gens, notamment le Python par exemple, et comment on peut tester ça maintenant, parce qu'il faut le faire sur papier ou autre. Non, personnellement ma vision est beaucoup plus pragmatique. Si on est dans le monde du travail, on veut être capable de délivrer. Et donc un test, c'est tu fais exactement ce que Micode est en train de faire, tu demandes à des étudiants de faire un programme, ils ont le droit d'utiliser tout ce qu'ils veulent, mais tu designs, tu penses au programme, la question de l'examen, exprès pour que même en utilisant ChatGPT, il faut, ou GPT ou tous les outils de coding, qu'il faille, qu'il travaille et que la difficulté est dans la contrainte de temps. Pas besoin de sécuriser l'accès aux réponses et la liste des questions est fournie à l'avance avec la bonne réponse dans un tableau. Ce qui est intéressant, ça n'est pas vraiment cette épreuve en soi, mais c'est surtout le profil des 3 participants que j'ai conviés. Le premier, c'est Benjamin Code. Ouais, très bon youtubeur qui fait des vidéos de vulgarisation très appréciable, enfin vraiment il fait du bon contenu. C'est un développeur senior spécialisé dans le développement web. Normalement, il devrait être comme un poisson dans l'eau. Mamed, lui, il travaille chez BNP Paribas en Là on sent la petite sponsor potentiellement. Tant mieux, ce sera un plaisir de pouvoir travailler avec des établissements aussi gros que BNP Paribas en vrai. Intelligence artificielle. C'est un autre développeur confirmé. La grosse différence, c'est que il n'a jamais codé de site. Et enfin, Arthur. Il a fait une école de commerce. Alors Arthur, je ne connais pas, donc on va voir qui c'est. J'imagine qu'il est aussi dans le monde de YouTube, s'il est avec Micode. Mais est quand même sympa. Et surtout, il n'a jamais écrit la moindre ligne de code de toute sa vie. Ils auront tous les 3 accès à l'IA de leur choix pour...
Alors là, tu vois la petite icône, ils n'ont pas payé pour le GPT-4. Il faut prendre le GPT-4, il est beaucoup plus puissant, surtout si tu veux l'utiliser dans le monde du travail. Mais bref. Pour les aider et surtout un temps très très limité. Il faut se rendre compte que vraiment 2 heures, c'est très très peu pour n'importe quel projet d'informatique. Ouais, c'est très peu. Ça va? Arthur, comment tu le sens? Je suis chaud. Je suis super chaud. Déjà, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment travailler sur Mac avec un seul écran. Perso, j'ai mes 2 écrans. Si je travaillais pas sur 2 écrans au travail, la perte d'efficacité, elle est de, je sais pas, 30%, on va dire, c'est fou. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir 2 écrans, je vous le conseille. Je sais pas, faut faire comme les traders avec 6 écrans et être en mode ouais, je vois la matrice, mais quand même, quoi. C'est quand même plus efficace quand t'as 2 écrans. J'ai encore aucune idée de comment je vais m'y prendre. J'ai découvert VS Code, voilà, il y a quelques heures. C'est encore plus impressionnant d'ailleurs. Et donc tu n'as jamais codé avant ça de ta vie. Que dalle. Ce sera très intéressant. Benjamin, comment tu te sens? Je sens que ça dépend à quel point ils ont configuré son ordinateur avant, mais typiquement avec VS Code ou la solution technique qu'il va utiliser, la plus grosse difficulté qu'il va avoir, la plus grosse perte de temps, c'est le setup de l'environnement de travail. C'est ça qui va lui prendre du temps. Alors, s'ils ont été sympas, ils lui ont fait avant pour qu'il puisse tout faire sans problème. Mais en vrai, c'est ça qui va lui prendre 1h30 au départ à tout connecter parce qu'il y a toujours des bugs nuls à cause de drivers ou autres. Et bon, le code maintenant, c'est beaucoup plus streamliné avec les outils. Donc, j'espère qu'ils lui ont fait le setup avant. Jamais trop bien dans ces épreuves limitées dans le temps en fait, parce que le développement t'as toujours une couille qui peut te bloquer pendant un peu longtemps en fait. Ça fait depuis combien d'années que tu travailles toi dans le développement web? Vraiment officiellement que c'est mon métier, ça va faire 10 ans. Et toi Mamet, ça va? Et juste pour rebondir sur ce qu'il dit quand il y a une couille qui peut te prendre beaucoup de temps pour régler, c'était mon cas aujourd'hui, genre cet après-midi, il était 4h15, donc là je tourne après le travail, ce qui arrive jamais, normalement je tourne le matin, mais je voulais vraiment réagir à sa vidéo. Et cet après-midi, à 4h15, j'avais un code, je devais juste finir quelque chose, ça allait prendre un quart d'heure normalement. Et au bout de 10 minutes, je me rends compte qu'il y a un truc qui marche pas. Et je fais oula. Et je savais que bah voilà, c'est juste une erreur, mais pour aller trouver la source de l'erreur et vraiment aller au fond, je savais qu'avec celle-là, il fallait que je passe au moins 1 heure dessus. Et j'ai fini à 6h au lieu de finir à 5h. Bref, voilà, au lieu de passer un quart d'heure, tu passes 1h15, ça arrive. Et c'est la difficulté avec ce genre d'épreuve où il faut vraiment aller très très vite. Il faut essayer de pas se bloquer tout seul, quoi. T'es serein? Bah, j'espère que ChatGPT va carry le game. Les consignes sont apparues au tableau. Voilà, durée 1h30. Incroyable. ChatGPT autorisé. Oh, l'édit, On est vraiment à l'école. C'est ça. Et calculatrice aussi. La pression monte plus tout à coup. Ah, Ça y est, là je suis chaud. la question c'est donc, est-ce que Arthur va trouver comment on code un site internet? Est-ce que visuellement ouais, ça je va pense. ressembler à un QCM? Je pense qu'il va trouver vraiment la difficulté, c'est le setup, mais on va voir. Ça dépend, est-ce qu'il y a un peu de compréhension de la logique ou pas de base. Je le connais pas, donc impossible à dire comme ça. Est-ce que ça va marcher sans bug? Mais aussi, est-ce que Mamed va être aidé par ses connaissances générales en dev? Est-ce que grâce à l'IA, les connaissances peuvent comme ça se transposer d'un domaine à l'autre? Alors, je vais dire oui à 100%, je n'en ai aucune idée, j'ai pas regardé la vidéo avant, mais je dirais oui, ouais, c'est une aide fantastique, ça permet vraiment de se... Bah bref, je parie sur oui, voilà, on va voir si j'aurai l'air débile à la fin de la vidéo ou pas, ça va être drôle. Et enfin, Benjamin. Est-ce qu'il a vraiment intérêt à utiliser son IA au final? Est-ce que ça va pas juste lui faire perdre du temps? Eh Ça bah, dépend sur quoi. j'en sais rien. Le seul moyen de savoir, c'est de les observer. C'est parti. Très content de cette réaction, ça a l'air super cool. Allez, let's go. Et tu vois, dev versus AI, c'est beau, c'est super sympa, mais en vrai, c'est dev avec AI, mais c'est pour le show. Cette expérience est possible grâce à notre sponsor. Et petite note, j'étais sûr qu'il s'était sponsorisé par BNP Paribas, incroyable. Je fais des vidéos réactions maintenant, j'ai envie d'en faire plus et de les faire dans le style d'Asmongold. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un streamer qui fait du react sur Twitch sur les jeux vidéo. Et donc il fait des réactions vidéo complètes. Donc, le but c'est de faire des réactions du même format complète, mais il regarde aussi les placements de produits par respect pour la personne qui a fait la vidéo et pour le respect du placement de produit. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont un peu tatillons sur les règles, je viens d'Australie, donc moi c'est du fair dealing, la règle à laquelle je dois me comply. Et c'est ce que je fais en ajoutant une valeur ajoutée avec l'expertise data derrière. Mais voilà, donc on va regarder le placement de produit et rester avec, ça va être sympa. C'est pour Micode, il faut aider. Et il y a sûrement un lien qui sera sur sa vidéo et le lien sera en description. BNP Paribas, avec qui on a imaginé ce concept. Si vous êtes dev, ingé et compagnie et que vous cherchez un job aussi passionnant que celui de Mamed, eh ben sachez qu'il recrute en masse, 105 personnes actuellement là. Donc allez jeter un œil, ils lisent vraiment tous les CV et surtout, dites-leur que vous venez de ma part. Voilà, là, il faut le dire. Si vous allez sur le site et que vous allez sur une offre, dites que vous venez de la part de Micode parce que ça lui permettra d'avoir d'autres partenariats avec de grandes entreprises et ça aide tout le monde dans la sphère influenceur YouTube, avoir des partenariats avec des boîtes plus
classiques que des VPN ou des jeux vidéo. Voilà. Donc, allez, si vous avez besoin d'un job, allez via le lien de Micode, je mettrai le lien en description. Et d'entrée de jeu, on remarque des stratégies différentes dès le premier message. Par exemple, Arthur est très poli. Il dit « Bonjour, je suis un débutant en développement web. » Alors là, juste comme ça, première remarque, je suis un débutant en développement web. Une best practice sur ChatGPT, c'est tu donnes d'abord le rôle de l'intelligence artificielle. Ça. Tu es un expert en intelligence artificielle et en codage. Ton but est de m'aider. Donc, c'est son rôle, le but, et toi, ta position si tu veux ensuite. Mais j'inverserai les... C'est juste une bonne pratique de framework quand on parle avec ChatGPT. Et je cherche à coder un jeu à choix multiples. Et la raison, et je vais juste le dire maintenant, c'est qu'en mettant des mots, alors il y a une pondération, il y a des poids, etc. Mais si on donne l'expertise dès le départ, on oriente l'intelligence artificielle et les concepts sont déjà, on va dire, paramétrés en premier, ce qui n'est pas techniquement vrai. Mais une façon vulgarisée de le voir, c'est on lui donne les paramètres forts dès le départ, et le plus important, c'est qu'il soit fort dans ces domaines-là. Et il y a une vraie différence dans la qualité des réponses derrière. Est-ce que tu peux m'aider un ton Non. Enfin bref, il y a beaucoup plus efficace, on va voir ce que les autres vont faire. Très décontracté et pas vraiment de détails pour l'instant. Benjamin, lui, a décidé de tout simplement faire un copier-coller des Yeah, c'est bon ça voilà. consignes que j'avais soigneusement rédigées. J'y avais pas pensé, mais ça fonctionne. Il finit en demandant de générer le HTML et JavaScript en fonction des consignes. Ouais, alors j'aurais encore une fois paramétré au début le fait que ce soit un expert dans le code. Mais très bonne approche, copier-coller, c'est ce qui va se faire de plus en plus dans les examens. Mamed, lui, a décidé de parler en anglais et on reconnaît tout de suite ses habitudes d'ingénieur. Ah, ben voilà, là c'est bon. Alors j'aime bien, je connais pas, mais c'est bien ce qu'il a l'air de faire, c'est super. Et parler en anglais, en fait, la base de vocabulaire et d'entraînement de GPT-4, de ChatGPT, est largement meilleure en anglais qu'en français, juste parce qu'il y a plus de mots. Et j'en ai parlé j'ai fait une vidéo sur les différences 3.5 et 4 techniques. Bref, vous pouvez aller regarder ça après cette vidéo. Mais il y a une vraie différence et écrire en anglais, c'est mieux. Et il commence par le fait que c'est un expert. En intelligence artificielle. Parce que plutôt que de parler de lui, il va commencer par qualifier l'IA. Yes, bon, c'est bien. Je suis pas trop à la ramasse. C'est toujours la crainte quand on regarde des vidéos comme ça se trouve, on va apprendre des trucs, c'est bien aussi, mais bon, je suis pas trop à la ramasse, c'est déjà ça. C'est-à-dire la guider sur le comportement qu'elle doit adopter. Regardez, tu es un expert en développement de sites web. Tu m'aides à créer une page web pour un QCM, etc. En fait, cette formulation, son objectif, c'est d'augmenter d'entrée de jeu la qualité des réponses en aiguillant le modèle dans une certaine direction. On y reviendra. Excellent. Micode, j'ai utilisé ChatGPT pour générer toute l'archi pour me focus sur les trucs plus intelligents. D'accord. Ok, intéressant. Je savais même pas que c'était possible. Mais si vous êtes dev, vous savez qu'un endroit où on perd toujours énormément de temps, c'est au début de son projet. Oui, ouais, tout à fait. Alors j'ai envie de voir où il nous amène, mais allons-y. Il faut décider de l'architecture du code, des librairies qu'on va installer, etc. Et bah maintenant, Copilot peut s'en charger pour vous. Regardez. Ah, c'est incroyable, c'est trop bien. Je l'ai pas encore utilisé comme ça, mais c'est génial. Et on va voir ce que fait Arthur. Alors voici le code de mon site. Il y a un problème car il ne fonctionne pas. Donc là, on peut voir la stratégie d'Arthur. Ça marche très bien aussi de dire quand quelque chose ne fonctionne pas, on copie-colle juste l'erreur du message et ça marche pas, dis-moi pourquoi, top. Stratégie qui consiste à dire ça ne marche pas. Bon, comme on pouvait s'y attendre, ça marche pas n'est pas un message assez détaillé pour aiguiller ChatGPT. Ouais, tu fais d'abord le message d'expert et après tu dis le message. Mais bien essayé. On va voir que Mamed, dans une situation similaire, va avoir un autre réflexe. Un réflexe de développeur. Il a aussi un bug. Les questions de son QCM ne s'affichent pas. Mais lui, tout de suite, il va chercher où se trouve la console, l'endroit où les éventuelles erreurs sont affichées. Et bingo. Ouais, il copie-colle l'erreur. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je le connais pas, mais bon, ça se voit qu'a priori, il a l'habitude de travailler là-dedans. Il obtient un indice. Impossible de lire la propriété undefined. Bon, c'est pas très clair. Mais plutôt que de rester bloqué des heures comme n'importe quel débutant, il va aller chercher la ligne 118 qui pose problème. Et alors là, j'ai l'impression qu'il va aller chercher la ligne directement, mais il peut demander à ChatGPT où est l'erreur à partir du code qu'il a généré et de l'erreur. Si tu sais exactement où c'est déjà parce que tu as la compréhension du truc, ça peut aussi aller plus vite de le faire toi-même, ou un CTRL F pour chercher, mais
Très bien. Il va la redonner à ChatGPT en Ah, ok, d'accord. Il copie-colle les endroits où il y a le bloc qui correspond au code en question, plus le message d'erreur. même temps que son erreur. Et voilà, problème réglé en 60 secondes. J'ai découvert un truc assez marrant, c'est que là justement dans le prompt que tu lui donnes, si tu lui donnes pas la possibilité d'avoir tort, il va toujours vouloir avoir Oui, raison. Donc, exactement. si tu lui dis trouve-moi quelle est la commande pour faire tel truc, il va t'en inventer une. Il va dire ah oui il faut faire comme ça, elle existe, etc. Exactement. Si tu lui dis par contre, essaie de me trouver la commande que je cherche dans la doc, et si elle n'existe pas, tu peux me le dire, peux me t'as le dire. t'as le droit, c'est pas Exactement. grave. Parce que souvent il est comme ça, et, tu sais, Ouais. c'est comme quand il fait une erreur, il va te dire ah tu sais, il s'auto-flagelle, Ouais. il est là, ah Je suis désolé, je suis vraiment vraiment désolé. Et c'est tout à fait vrai, c'est une super stratégie. Perso, j'adore finir mes prompts avec do not invent, parce que j'écris en anglais, donc n'invente pas. Et potentiellement, je vais lui rajouter quelque chose, dis-moi si tu ne trouves pas. Et ça rend les réponses beaucoup plus fortes. Beaucoup plus fortes. Ça, c'est hyper important. Il est extrêmement rare qu'une IA décide d'elle-même de vous envoyer bouler. Elle préférera toujours inventer pour sauver la face, entre guillemets. C'est très vulgarisé, mais on va le laisser à mi-code, parce que pour des gens qui ne comprennent pas comment ça se passe, ça passe. Mais c'est pas ça, c'est pas l'IA qui de base veut pas t'envoyer bouler. C'est des paramétrages de ChatGPT en particulier qui ont été faits pour du grand public. Ça a été paramétré comme ça par ceux qui l'ont codé au départ. Mais ça passe. Regardez par exemple ce qui est arrivé à Arthur. Une fois qu'il avait une version fonctionnelle de son quiz, il a voulu améliorer l'esthétique. Mon site est moche actuellement. J'aimerais le rendre plus joli et facile à utiliser en m'inspirant du site brilliant.org. Alors, vu que c'est ChatGPT, ça va pas aller sur le site. Il n'a pas la capacité de le faire. Donc, à moins qu'il l'ait scrappé dans leur base de données lorsqu'ils l'ont utilisé, avant 2021, qui était le cut-off qui était la date de fin des données d'entrée de ChatGPT, ça risque de... ça va pas marcher. En plus, la question est mal posée. Enfin, je suis désolé pour lui. C'est bien, il y a du room for improvement. Je suis désolé, les mots viennent en anglais, je vais les traduire. Il y a une capacité d'amélioration à ce niveau-là. C'est que il peut juste faire un prompt largement meilleur et avoir plus de feedback. Là, j'aimerais rendre plus joli. C'est trop... Enfin, c'est des concepts qui vont pas parler à l'ordinateur, et il va peut-être mettre du rose et des trucs comme ça, ou du bleu. Et facile à utiliser, pourquoi pas, mais il faut être beaucoup plus précis sur ce qu'on veut, c'est plus efficace. Connais-tu ce site d'apprentissage en ligne? Ah, mauvaise question. Connais-tu ce site? Ça a un oui, non. C'est pas le type de question qu'il faut poser à ChatGPT. Tu parles comme une grand-mère un peu. Mais c'est intéressant. On peut se dire après tout, pourquoi pas? Donner un exemple est souvent bien plus efficace que 1000 mots. Oui, et dans le même temps, GPT peut halluciner. Il peut inventer des réponses pour vous satisfaire. Si vous dites, pourrais-tu me raconter l'histoire de Tom, un explorateur du XVIIIe siècle? Il va vous la raconter. Donc, c'est des questions qui peuvent marcher, mais qui peuvent être à double tranchant et que je ne recommande pas. Sauf que ce que Arthur ne sait pas encore, c'est qu'il est sur le point de se faire totalement entuber. Voilà. Et qu'il est en fait strictement impossible que ChatGPT sache interpréter le message un joli site comme brilliant.org. On va s'arrêter là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant pour illustrer la compréhension assez floue que beaucoup de gens ont de ce qui se passe dans le cerveau d'un modèle de langage. Très bien, très bon point. Let's go. Nicode est très fort à ça. Il est extrêmement fort à vulgariser des concepts pour une audience large. Let's go. En fait, ChatGPT n'a pas d'yeux. Il n'a jamais rien vu de toute sa vie. Et par contre, dans leur screenshot, il faut donner l'accès à GPT-4. Il est en mode locké, là, ce qui est en haut, là. Ça veut dire que c'est pas locké. Mais bref, c'est pas grave. Ça doit être la personne qui fait les visuels qui fait les screenshots. Et donc, résultat, c'est celle qui est pas lockée. C'est pas grave. C'est un expert de la langue, des mots. Mais pourtant, si on demande un joli site ou un prompt mid-journée superbe, eh ben, ça marche. Ouais, ça. Alors comment ça se fait? Ce que ça veut dire, c'est que dans la gigantesque base de données de texte qui a servi à l'entraîner, il a vu énormément de codes différents. Il a sûrement vu plein de sites open source sur GitHub avec certaines fonctions utilisées, qu'il a peut-être associées avec des noms de marques, dont les gens ont dit sur Twitter que leur site était beau. Peut-être. Qui a pu finir par lui faire associer le concept de beauté avec un certain type de code. Ouais. Point barre. Ouais, c'est très vrai. C'est très vrai. Alors, il y a plus que ça, mais c'est très vrai. La seule chose que ces modèles sont capables de faire, c'est des rapprochements conceptuels, des statistiques entre des mots. Il faut s'imaginer un nuage de points en 3D, genre une sphère avec des points qui bougent dans tous les sens. Et chaque point, c'est un concept
et il les relie entre eux avec des pondérations, et donc tu as des clusters de mots. Et d'ailleurs, il y a un mec très bien qui fait des visualisations, qui est passé sur les podcasts de Micode. C'est des matrices de taille énorme avec des mots des clusters de mots qui ont des pondérations plus grandes entre eux. Et donc joli va être associé à plein de choses. Et si tu dis joli et code, il va chercher tous les mots qui ont des pondérations autour. Et bref, je le dis sûrement vachement moins bien que ce qu'il dit. Donc on va reprendre la vidéo. J'ai pas envie de perdre toutes les personnes non techniques dans le bon sens du terme, hein, les gars. Donc allons-y avec Micode. À un tel niveau que on en vient parfois à en douter. Mais si ChatGPT sait qu'un carré a des angles droits, ça n'est pas parce qu'il l'a constaté d'un point de vue sensoriel, comme nous. Non, c'est que c'est dans tous les textes qui parlent d'angle droit, ils disent que c'est ça, et c'est pour ça qu'il connaît les mots qui s'associent à ce que c'est, mais il n'a pas une compréhension du phénomène lui-même. Parce qu'il l'a appris par cœur, en lisant des bouquins de maths. Un exemple de ça qui sera plus parlant, c'est si on lui donne une énigme avec des engrenages. Par exemple, j'ai 5 engrenages disposés en cercle, de sorte que le premier soit en contact avec le dernier. Est-il possible de tous les faire tourner en même temps? Alors là, vous réfléchissez, normalement, Ok. un enfant de 5 ans trouve la réponse avec le temps qu'il faut, mais ChatGPT n'y arrive pas. Tout simplement parce que pour résoudre cette énigme, il faut une compréhension physique du monde. Alors, ils n'ont pas montré la réponse que ChatGPT a donnée d'ailleurs, je tiens juste à la dire, donc je ne sais pas si c'est fait exprès que Micode a voulu cacher le fait qu'il y arrive. Surtout si tu demandes à GPT-4 ça en l'ayant pré-prompté sur le fait que c'était un logiciel qui va faire du raisonnement, etc. Potentiellement, il peut y arriver avec ça, parce que c'est des énigmes qui ressemblent à des énigmes qu'il a déjà vues avant. Mais bref, ce qu'il est en train de dire n'en est pas moins vrai, mais c'est un peu filou. Ce qu'un modèle de langage ne pourra jamais avoir. Donc, si on revient à Arthur, quand ChatGPT lui répond « Je connais Brilliant », leur site a une interface claire avec principalement des couleurs blanches et bleues. Faisons pareil. Et c'est tout simplement un hoax. En fait, une hallucination en vrai. Alors là, il utilise le mot hoax, c'est un peu... C'est comme les titres de films comme Very Bad Trip. Pourquoi utiliser d'autres mots anglais alors que le titre du film est déjà en anglais à la base? Et là, hoax, ça s'appelle une hallucination. Il y a déjà un mot, utilisons-le. Le vrai site, il est vert. Mais ça, impossible pour lui de le savoir. Surtout quand le site n'est pas sur GitHub. Un peu de stress, voilà, on monte le chrono. Alors, il est actuellement en train de générer des chaises. ouais. Écoute, Pourquoi pas un quiz sur les chaises. Alors là, on voit les petits carrés en bas. Hein. Ça, c'est DALL-E 2, le site de génération d'images. Bah ouais, différentes. je peux Oui. mettre des petits points sur l'originalité. On voit qu'il est en train... Oh là là, j'adore. Non mais j'adore. Franchement, c'est exactement ce que j'aime. À savoir les chaises qui volent. Voilà. C'est relativement génial. Je crois que dans le chat, ça disait que voilà, Arthur a fait un truc propre, même s'il fait 300 lignes de code pour ça. Oh, mais c'est C'est clean, hein. En une demi-heure qu'il a fait que ça. C'est super solide. clair. Enfin, c'est propre, quoi. Il y a les petits bouts qui sont arrondis. Si c'est arrondi, bon, c'est mignon, quoi. Mais oui, mais ça commence à... Et c'est marrant parce que ça ressemble à ce que fait Benjamin. Alors, je sais pas s'ils se copient l'un l'autre ou si c'est les IA qui, tu vois, qui donnent le même type de code, en fait. On peut voir d'ailleurs que la nouvelle fonction Continue Generating, Mhm. ça sauve la vie avec du code. Parce Ouais. qu'avant, dès que Oui, justement tu t'arrivais à faisais la un fin. fichier gigantesque, il s'arrêtait au milieu. Mais Ouais, il s'arrêtait au milieu, il suffisait de dire continue et de t'appuyer sur entrée pour qu'il continue. Et c'est juste ce que le bouton fait, en fait. Ça renvoie un prompt et il pouvait continuer. Mais bon, c'est pas grave, avançons. et alors que les autres avancent à toute vitesse, notre étalon, notre tête de série Benjamin, a un gros problème. Avec Allez. Benjamin, il s'est exactement passé ce que je pensais. Ouais. À savoir que son code est pas du tout adapté à interagir avec l'IA. Oui, il est parti vraiment... Et donc, il a mélangé des choses que lui, il a fait, que lui, il connaît avec le prompt de ChatGPT. Et donc, ça fait un mélange. Et en gros, là, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il est un peu bloqué. Est-ce qu'il aurait pas eu intérêt à pas du tout l'utiliser, justement? Moi, c'est ce que je me dis. Bah, l'un ou l'autre, pour moi. C'est-à-dire Ouais. que pour moi, il Mhm. était sur un entre-deux. Il a peut-être eu les défauts du code manuel et les défauts Ouais. de ChatGPT. Un truc que je Ça, c'est une problématique qu'on rencontre vraiment en entreprise. Si tu vas pour travailler en IT dans un grand groupe, tu as plein de codes qui s'appellent du code legacy, qui existe déjà, qui a déjà été factorisé avant, enfin qui était déjà présent, et tu ne peux pas le mettre dans ChatGPT pour des raisons de propriété intellectuelle, etc. C'est une très mauvaise pratique. Et donc, tu peux utiliser ChatGPT ou les logiciels d'aide au code pour t'aider, mais sans leur donner tout, et donc tu te retrouves à faire un micmac. Et il y a plusieurs stratégies pour
éviter les problèmes qu'il a, mais il y aura toujours des bugs de toute façon hein, quand on fait quoi que ce soit, c'est normal, c'est d'avoir une composante majoritaire et que tu la saches dès le départ. Et notamment en entreprise, moi dans mon environnement, c'est le code qui a déjà été fait qui existe et on ne peut utiliser ce type d'outil qu'à la marge, mais ça peut nous aider pour ajouter des petites fonctions au fur et à mesure ou corriger certains bugs par moment. Mais il faut vraiment se dire que si tu fais 50-50, là c'est vraiment... Ça peut devenir difficile et tu vas devoir repasser du temps à corriger tes erreurs et les siennes. Parce que si c'est que du code qui est fait par lui, c'est généralement du code standard et donc il va trouver les erreurs facilement. Mais s'il doit intégrer quelque chose de personnalisé à du code standard, c'est beaucoup plus dur. J'espère que c'était clair. On est parti, on continue. Truc que je vous ai pas encore dit, c'est que moi aussi, j'ai fait l'épreuve. Quelques heures avant tout le monde, histoire de vérifier si l'exercice était faisable dans le temps imparti. Et il va nous dire qu'il a reçu en 20 minutes. Non seulement je suis pas peu fier du résultat que j'ai eu, que je vous montrerai à la fin, mais surtout ça m'a permis de comprendre assez vite quelle est la mauvaise décision que Benjamin a pris au tout début du projet et qui l'a foutu dans la mouise. Je vous explique avec un schéma. Alors moi je vais parier sur le fait qu'il a utilisé des templates qu'il avait déjà lui et qu'après il a demandé à ChatGPT de le compléter énormément. Mais c'est pas évident en vrai, enfin c'est super dur avec une pression de temps. Vraiment, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air parce qu'il suffit que tu fasses une erreur et que tu te retrouves bloqué sur la même erreur pendant 45 minutes, tu as perdu la moitié de ton temps, c'est dommage. Ça, c'est un site web pour un petit compteur. On utilise en général 3 langages différents. HTML pour la structure du site. Le bouton est un enfant de la boîte qui est un enfant de la page. CSS pour l'esthétique. Le style du bouton, c'est bleu avec du texte blanc et des bords arrondis. Et enfin, JavaScript pour la logique. Quand je clique sur le bouton, il se passe des trucs. Pourquoi 3 et pas 1 ou 4 ? Eh ben aucune idée. Mais du coup, les sélecteurs CSS ici, eh ben, ils peuvent désigner tout plein d'endroits dans le HTML ici. Alors, il va peut-être nous dire que il a fait l'erreur de prendre un HTML par exemple qui était à lui, d'avoir demandé à ChatGPT de faire que le CSS et le JS, et donc les sélecteurs sont pas les mêmes noms, où il doit se perdre un peu. Pareil pour le JavaScript qui peut modifier tout plein de trucs ici et ici. Et en fait, dans beaucoup de projets, il n'y a même pas 3 fichiers parce qu'on les découpe en plein de tout petits bouts. Regardez celui de Benjamin par exemple. Et ça peut paraître anodin, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Il faut vraiment se dire que ChatGPT a une certaine capacité de raisonnement qui lui permet de résoudre des problèmes de moyenne complexité, comme une barre de mana dans un jeu un peu. Tout l'objectif, c'est de trouver comment découper le gros problème en moyen problème. Or, ouais, c'est très vrai. Alors en fait, ce qu'il fait, c'est une très bonne pratique pour des gros projets, puisque tu peux avoir beaucoup de personnes différentes qui codent sur le même projet, donc avoir des choses bien sectionnées, bien saucissonnées, c'est top. Mais pour ChatGPT, d'avoir autant de liens entre des fichiers, pour découper ça en fichiers de taille moyenne, de problèmes de taille moyenne, comme il dit, pour GPT, c'est galère. Donc c'est compréhensible. Avec 3 langages différents, assez verbeux, où un même élément peut être mentionné 50 lignes plus loin, il faut un effort conséquent d'entrée de jeu. Voilà, rien que pour comprendre le code et recoller les concepts. Et c'est un peu comme si la barre de vie était déjà à moitié consommée avant même d'avoir commencé à travailler. Alors comme ça, il pourra seulement résoudre des petits problèmes. En gros, plus votre input est simple et concis, plus il pourra faire des trucs intelligents. Et oui, dans une certaine mesure, ça passe. Pour notre site web, concrètement, il est en fait possible de passer de ça à ça. Ça paraît complètement magique, mais ces 2 codes font strictement la même chose. Sauf que il n'y a plus de séparation des concepts. En lisant une même ligne, l'IA peut comprendre que c'est un bouton, qu'il est bleu et qui sert à faire +1. Et surtout... Bon alors, perso, j'y connais rien là-dedans, c'est pas ma spécialité. Je peux le lire, mais pour l'écrire, ce serait une galère. Mais il y aurait sûrement un avantage, en fait, si tu veux utiliser l'IA, à lui demander directement ce code-là, que d'essayer de lui faire comprendre les 3 structures qu'il a dû utiliser, parce que c'est ce qu'il utilise de base. On économise énormément de mots, et donc de la puissance de cerveau. Tout ça, c'est grâce à des outils magiques qui s'appellent Tailwind et Alpine.js. Je laisserai les plus curieux jeter un œil. Bon, ça, c'est pas mon domaine de compétence non plus, mais j'imagine qu'il a sûrement raison et que c'est des outils qui sont utiles. Le plus important à comprendre, c'est qu'on a simplifié la tâche de ChatGPT pour décupler ses capacités. Moi, je vais aller voir du côté de Benjamin, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Moi, je suis déçu qu'il n'y ait plus le beau bouton. À un moment dans le truc, on avait un beau bouton un peu en style... Mais je pense qu'il va revenir en vrai.
Oh là là, attends, mais Attends, mais c'est on va quoi ça? voir Oh, ce qui est en oui. train de se passer. J'ai envie de voir ça de plus près. Mais ça commence à être Ah, c'est trop stylé, hein, c'est bien. Il y a le petit fond d'écran, il y a les petits boutons, c'est propre, c'est clean. Hein. très stylé. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait plus la chaise qui vole en Ouais, bas, mais, moi aussi, j'ai vu bien la mais chaise. bon, peut-être qu'elle est sur la page d'accueil encore. En tout cas, ils sont bien Ouais, ils sont bien concentrés. concentrés, Là, là. je vois que Ah ouais. il y a juste Arthur, je crois, là, qui réfléchit là. Ah, il doit être en galère en vrai. Il a jamais codé, c'est difficile. Mais avec un seul écran, encore une fois, je trouve ça dur. Mais ça c'est les joies de l'exercice. Ouais. Là, je sens la brain power On voit la fumée. et la fumée qui sort de leurs oreilles. L'éditeur s'est fait plaisir. Hein. Ah, alors bah là, ça rejoint exactement ce qu'on disait. drôle. C'est-à-dire que Arthur, ici présent, a recherché dans Deep Moment, on dit merde, Oh, c'est pas cool, c'est pas cool. Bon, il sait pas, hein, c'est comme j'ai ça. en En français. français. Je suis mort de rire. Et pourquoi est-ce qu'il le cherche en français? C'est celui qui codait en anglais de base? Il faut pas se moquer, voilà, moi aussi ça m'arrive d'oublier des mots dans ma propre langue. Mais plus sérieusement, ça amène une question intéressante. Est-ce que le fait de parler en anglais ou en français ou les deux en même temps change quoi que ce soit aux performances d'une IA? Eh ben, Alors, moi je dirais, pour prévoir ce qu'il va dire, techniquement oui, un peu, c'est marginal. Le français est quand même bien représenté, il y a des langues qui sont beaucoup moins représentées. Si on commence et qu'on fait qu'en anglais, c'est quand même un poil mieux. Et on peut, une fois qu'on a commencé en anglais, on peut mettre des requêtes en français derrière, ça va pas trop changer. Mais si vous lui parlez en anglais et demandez des traductions, là c'est très mauvais. En fait, le fait de dire traduction, ça réduit la qualité de l'output de manière drastique parce qu'il va écrire la réponse et derrière le traduire. Alors que si tu lui demandes directement la réponse en français, tu lui dis écris-moi en français, tu lui dis pas de traduire en français, il est plus fort. Bon, c'est des petites nuances que je connais bien parce que vu que je vis en Australie et que je lui pose pas vraiment des questions en français ou en anglais, ou que même lorsque je suis en train de coder, je vais lui poser une question en anglais et derrière je vais lui continuer en français, je me rends pas compte. Voilà, ça arrive. bah, il semblerait que ce soit une question de taille. Regardez, dites-vous que le cerveau d'un chatbot, ça ressemble à ça. Ouais. C'est joli, hein? Chaque Très petit sympa. point correspond à un mot. Je peux aussi les afficher sympa. directement. C'est un bon outil. C'est beau, c'est un peu ce qu'on disait sur le concept de sphère avec plein de points en 3 dimensions et que chacun des points correspond à un concept, c'est exactement ça. Pour comprendre comment l'IA transforme chaque mot en un vecteur mathématique. Bon, c'est imagé parce que GPT n'utilise pas 3 dimensions, mais plutôt C'est 12 lié. 288. Quand même, ça permet de capter des choses. Par exemple, si on cherche roi, on peut voir que les points les plus Mais d'où est-ce qu'il le sort cet outil? Je l'ai jamais vu. C'est trop stylé et ça représente exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est génial. Alors s'il met le nom de l'outil à un moment donné ou que vous le connaissez et que vous voulez me le dire en commentaire, avec grand plaisir, c'est top, j'adore. proches de ce mot sont reine, trône, empereur, etc. Et puis après, Les modèles Et puis après, il y a les numéros, il y avait 4, il y avait 6. Ah, c'est génial. Regardez, on va vous le remettre. 12 288. Quand même, ça permet de capter des choses. regardez. Par exemple, si on cherche roi, Donc là, king, kingdom, making, working, taking, etc. Donc là, il y a tous les types de mots. on peut voir que Et après, on voit, il y a 6, il y a 4, il y a 7, il y a son, crown, ruler, duck. Ah, c'est incroyable, les vraiment. points les plus proches de ce mot sont reine, trône, empereur, C'est génial. etc. Les modèles récents vont même encore plus loin. Ils ont des tokens qui font seulement quelques caractères qui leur permettent de comprendre des mots qu'ils n'ont encore jamais vus. Oui, et ce qui permet d'ailleurs de donner des concepts et de demander à l'IA de repartir dessus. Donc, si vous avez un projet qui a un nom, par exemple, vous pouvez lui dire tu es un expert dans tel domaine, tu travailles sur un projet qui s'appelle machin machin, écris-moi des choses qui correspondent à ça dans telle industrie et ça marche. C'est pour ça que vous pouvez Enfin, ça marche. Il va vous écrire des choses selon l'instruction que vous lui donnez. Et après, il faut interpréter ce qu'il fait, il faut lui donner les bonnes instructions. Mais il va pouvoir vous ressortir des mots avec le titre de votre projet dedans alors qu'il ne connaît pas le projet lui-même. faire des fautes, ça changera probablement quasiment rien au calcul vectoriel. Même chose pour la langue. À partir du moment où la base d'entraînement contient suffisamment de français et que le modèle a une taille critique qui lui permet de généraliser les concepts, comme GPT-4, et bah pour lui, ça change pas grand-chose en fait. Ça change pas grand-chose, mais ça peut sur des cas, sur les cas de bord. Et on l'a vu avec, par exemple, j'ai fait une vidéo, un tutoriel sur utiliser ChatGPT pour Excel. En anglais, ça marche du feu de Dieu. En français, c'était nul. Les 3/4 du temps, c'était horrible. Parce que je pense que là, il y avait un problème d'entraînement, ne serait-ce que par rapport au nom des formules, où la base de données des formules Excel en anglais est largement supérieure à celle en français. Donc attention, je recommande d'utiliser en anglais principalement et potentiellement en français par moment. Un autre problème qui se pose quand on essaye de faire coder les IA, c'est l'obsolescence.
En plus, quand on a pas mal de Ah, technologies qui se parlent les unes avec les autres, c'est les versions aussi. Parce que ces modèles-là, ils sont entraînés jusqu'à septembre 2021, un truc comme ça, ce qui Ça, on l'avait dit avant, donc il parle de l'obsolescence là, de la base de données d'entraînement, mais il y a aussi autre chose, c'est que le code qu'il va vous donner ne va pas forcément être robuste pour le maintenir dans le futur. Ça va être le code le plus simple possible, mais il y a des façons de faire des codes qui sont un poil plus compliquées, mais qui sont beaucoup plus robustes pour que tu puisses le modifier derrière. Et ça, c'est pas forcément le meilleur. Donc, c'est un compromis comme beaucoup de choses, mais c'est un compromis à prendre, et de toute façon, si tu ne peux pas faire sans, commence avec, et après, améliore-toi. commence à remonter un Et petit oui. peu. Et si tu commences justement à faire un projet avec Vite, Avec qui est des le nouvelles techno, ouais, le ouais. petit truc, le dernier machin et tout, mais que lui en fait il te sort encore du code de la V0.9, C'est vrai. bah là ça peut commencer à, C'est vrai. à Que c'est patauger. hyper Voilà. intéressant. Non mais c'est hyper intéressant. Et là tu relèves un point qui est pour moi ultra important effectivement, c'est l'obsolescence des modèles au fur et à mesure du temps. Entraîner des modèles de la taille de GPT-4, ça coûte une fortune. Donc c'est des mois et des mois d'entraînement sur des centaines de GPU à 20 000 euros. Mhm. Et donc ça pose une vraie question sur comment régler ce problème-là. Tu as plusieurs stratégies. Première stratégie, tu dis avant ton projet, j'aimerais utiliser tel et tel. Alors en fait, il dit comment résoudre ce problème-là parce que le modèle va pas être le plus up-to-date avec les dernières technologies, mais dans 80% des domaines, 90% des questions, ça pose pas de problème. Si tu as un problème médical, si tu as un problème que tu veux faire des séries d'exos physiques ou des choses qui sont stables dans le temps, c'est pas un problème du tout d'avoir un modèle qui date d'il y a 2 ans. Et sinon, bon là, il dit fournir la doc comme contexte, pourquoi pas, mais il faut savoir que les conditions générales de ChatGPT sont extrêmement favorables à ChatGPT et qui possèdent la propriété intellectuelle de ce que tu lui mets dedans, en partie. Donc, faut pas mettre des choses confidentielles. Il y a des gens qui se sont fait virer la Samsung récemment, des ingénieurs. Et la deuxième chose, c'est que sinon, il y a des modèles, il y a plein de choses dans l'open source, même Bard, qui propose des solutions qui permettent de browser le web, de naviguer sur le web en même temps. Même ChatGPT, je crois qu'il s'y est mis, je n'ai pas encore utilisé l'extension, mais il y a des manières d'utiliser les outils actuels avec des données récentes si c'est ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire un article sur des news d'un match de rugby, il y a la Coupe du Monde qui arrive, et bien, une fois que le match est terminé, avec Bard, en lui demandant de chercher les dernières actualités pour vous faire un résumé du match, ce genre de choses. Le module, telle et telle fonctionnalité, telle et telle API. Je te donne la documentation dans ton contexte, comme ça tu sais comment elle marche. C'est dangereux, en faites pas ça au travail. Si vous êtes au travail, faites très attention aux politiques de confidentialité de la boîte. J'utilise de toi tes connaissances générales et ta capacité à comprendre le code, et maintenant on travaille ensemble. La deuxième technique, comme tu dis, c'est d'essayer au maximum d'utiliser des vieux modules, d'utiliser du coup des langages qui bougent peu, parce qu'en fait au développement tu vas y gagner Oui, du oui. temps. Une troisième piste. Et il y a beaucoup de langages qui bougent peu, qui sont très très forts. Actuellement, c'est Python qui est devant tout le monde, et il y en a plein d'autres, bon, pas forcément pour le développement web, mais voilà, utiliser des technologies stables qui ont 5, 6, 7 ans, ça marche très bien toujours. Pour rendre les modèles de code moins obsolètes, c'est de les entraîner beaucoup plus souvent. Ça peut paraître contradictoire parce que je viens de dire que GPT-4 a coûté 100 millions à entraîner. Mais depuis, on a des modèles de taille beaucoup plus raisonnable comme Wizard Coder, 138 fois plus petit qu'on peut spécialiser sur des tâches spécifiques pour seulement quelques centaines d'euros. Donc peut-être que l'avenir, ça n'est pas d'avoir des mastodontes qui apprennent une fois tous les 3 ans, mais plutôt d'avoir des petits modèles qui apprennent à comprendre le code de votre entreprise toutes les semaines par exemple. Ouais, et ça va coûter très cher à mettre en place. Mais il y a beaucoup de boulot là-dedans si vous cherchez à aller travailler dans l'industrie. Il y a énormément de travail qui va arriver parce qu'en effet, c'est une partie du futur. Il y a d'autres solutions qui existent, on va pas aller là-dedans parce que déjà la vidéo réaction va être très très longue, donc on continue. Ce serait ouf. 1 minute déjà, let's go, c'est bientôt la fin. Trop cool. Ah, on a un petit compteur là. Ouais, on a un petit compteur et moi j'ai un peu peur parce que je vois que ça tente des trucs un peu de dernier moment. Ah, c'est Ouais, là c'est le. Ouais, Une ça minute. tente des trucs de Ça dernier moment à tente. droite à gauche. Typiquement, on a Ça, tenté j'aime bien ça. de mettre une barre de progrès chez Mamed. Et j'espère surtout qu'il va avoir le temps de Oh. terminer. Ah là on a Non. une erreur. Aïe, aïe, Erreur. aïe, aïe, aïe. À 30 secondes de ça, la c'est fin. c'est pas le moment de rajouter la petite erreur JavaScript Ah, qui, ouais, ouais, qui ouais. fait planter toute l'appli là. Terrible. Alors, une bonne pratique, c'est d'avoir différentes versions. Au cas où, c'est-à-dire qu'il finit sa version 1. C'est pas comme quand on fait du cooking, c'est pas comme quand on cuisine. Il y a... On n'est pas obligé de préparer un seul repas et si on foire le truc, ça foire. Non, non, tu sauvegardes tes versions et tu fais ça sur la version 2 et au pire, tu rends la version 1 juste au dernier moment parce que tu n'as pas réussi à faire la version 2 comme tu voulais. J'espère qu'il a fait ça. Ah, le suspense 3. Aïe 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 Oh non Ah, c'est fini. Le montage est trop bien. Je vois que ça tentait des trucs un peu au dernier moment. Ça va, vous regrettez pas? Moyen, ça va. Il doit faire chaud devant la salle. Ils en peuvent plus, ils sont au bout. Ah, c'est trop bien. Et vous, ça va? Ça s'est passé comment? Petit feedback à chaud là? Alors je pense que
Je n'ai impressionné personne, mais moi je me suis impressionné. Non. Sur ce que j'ai réussi à faire là en 1h30. C'était très stylé. Moi, je suis impressionné de ce que j'ai vu là. La dernière fois que j'ai autant appris en 1h30, je sais pas quand c'était. T'as l'impression d'avoir appris? Ah ouais, Ouais. de fou en fait. Au début, je pensais que je serais juste à l'aveugle en train de copier-coller des trucs. Et ça a marché dans les 15 premières minutes. Et après, quand j'ai voulu ajouter des fonctionnalités ou des machins, au début, j'ai tenté de lui demander voilà mon code, réécris tout en me donnant, en ajoutant ça. En fait, j'étais obligé d'aller. Il me donnait plus tout le code en entier, il me donnait que des portions. Il me disait, c'est que ça que vous devez aller modifier. Et du coup, j'étais obligé Mais tu pouvais lui. C'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est incroyable pour apprendre si vous voulez débuter dans le code, vous voulez vous améliorer. C'est exactement ça. C'est hyper puissant et ça va 100 fois plus vite maintenant d'apprendre à coder et à avoir un impact en délivrant des projets qu'avant. Tu pouvais juste lui demander réécris-moi tout à chaque fois. Mais parfois, il faisait ça. Il le fait. Et parfois, il le faisait pas. Mais du coup, ça m'a forcé à aller voir dans le détail, comprendre comment les trucs étaient agencés. Et du coup, sur la fin, j'ai fait beaucoup plus rapidement que le premier truc parce que je m'y retrouvais dans le code. C'est trop bien. C'est trop bien. Il a une bonne attitude. Il a l'air sympa. Il doit sûrement y avoir des limites parce que, effectivement, dans les faits, j'ai très peu tapé de lignes de code et il y a beaucoup de copier-coller. Je pense qu'en termes de compréhension de la logique, de comment ça fonctionne, l'architecture et tout, j'ai l'impression de. Et surtout, en fait, je pense que c'est beaucoup plus simple de lire le code que de l'écrire. Ouais. Ouais, à 100%, il a tout à fait raison. Écrire à partir de zéro, c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises où tu as des process de peer review, aussi bien pour pusher ton code que même, il m'arrive de faire des requêtes ponctuelles et on a une politique de two pair of eyes, on appelle ça, donc deux paires d'yeux. Et il y a forcément quelqu'un qui va relire ce que tu as fait, quel que soit son grade, c'est peu importe. Il faut qu'il y ait une autre personne qui soit compétente, qui relise ce que tu as fait et qui te fait du feedback. Et on trouve toujours des petites erreurs parce que des petites choses qui sont améliorables. Parce que lorsque tu travailles 6 heures sur quelque chose, quelqu'un qui va regarder ça en une demi-heure aura un regard extérieur et peut l'améliorer. Et juste pour revenir, ce que j'ai dit au départ sur le fait qu'il allait avoir des problèmes avec le setup, ils n'en parlent pas du tout. C'est tant mieux, ça veut dire qu'ils lui ont fait tout le setup sur l'ordinateur avant. C'est bien, c'est très sympa de leur part. Demain, tu te mets devant un projet en mode je ne connais rien des technologies et je dois créer quelque chose. Il y a encore 6 mois ou 1 an, c'était juste impossible. Ouais. Je te propose, Benjamin, de nous montrer ton résultat et de me faire un petit commentaire et ton feedback en même temps. Je voulais éviter d'utiliser Tailwind et Bootstrap, non pas parce que j'aime. Enfin, Bootstrap, je déteste certainement, mais Tailwind, j'aurais pu le faire avec Tailwind, ça aurait simplifié les choses. Mais ça m'aurait d'emblée donné une gueule à mon design, une gueule Tailwind un petit peu. Et ça, je voulais un petit peu éviter. Je me suis dit que j'allais avoir un petit peu de temps pour développer un joli truc. Finalement, Et là. C'est très bien, c'est-à-dire, je crois qu'il est indépendant, il fait ses choses, il aime mettre sa patte sur les projets. C'est top. Après, ça va un peu différemment de la quête vraiment d'optimisation et pas d'optimisation, mais juste d'efficacité ultime. Sur ce type d'exercice, si la roue était inventée, tu réutilises la roue. Alors, bien sûr, si tu es plus artistique, tu vas faire autre chose. Et j'ai peur que ça lui soit revenu un peu, enfin, que ça lui ait coûté un peu derrière. Écoutons ça. Quasiment pas eu de temps pour développer un joli truc, donc je me suis plus tiré une balle dans le pied en faisant ça. Je pouvais faire un truc en néomorphisme, etc. Tu vois, je m'étais chauffé, je me dis vas-y, ça va être stylé de développer ça va être beau gosse. J'ai pas réussi, un truc à foirer. ChatGPT m'a sorti un bouton immondissime, donc j'ai fait bon vas-y, il connaît pas le néomorphisme, c'est une galère sans nom. Donc ça m'a foutu dans la sauce à ce niveau-là. Je me suis dit ok, j'ai pas Tailwind et je me suis tiré 1000 balles dans le pied et là repartir en arrière, ça devient chiant. Je sais pas combien de temps il me manque. Donc du coup je suis reparti sur mes connaissances de base. J'ai tenté de faire un truc qui était assez agréable à utiliser. Minimaliste. Hein. J'ai grossi par exemple les zones de survol des questions. Tu vois, c'est des petits détails. Ah ouais, mais ça se voit. Il aime ce qu'il fait. Hein. Ça c'est top d'avoir travaillé avec des gens comme ça. Mais là, quand tu aimes ce que tu fais, tu peux être extrêmement efficace sur du moyen long terme et sur la répétition ou sur les nouveaux projets et faire du rendu incroyable. Mais par contre, tu vas être beaucoup plus faible sur des contraintes limitées, des exercices de ce type-là. Et il s'est fait avoir, mais je pense je sens qu'il est extrêmement compétent et qu'il aurait été capable de faire ça extrêmement bien si tu lui rajoutais un peu plus de temps ou qu'il avait ses propres outils et qu'il était chez lui, quoi. Mais tu vois, quand t'es là, il faut pas que t'ailles extrêmement sur le truc pour que ça soit agréable. Tu peux être. Voilà. Donc j'ai essayé de faire une sorte du X agréable à utiliser. Mais maintenant, c'est pas le plus beau questionnaire de la galaxie, c'est pas le plus fun. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire des trucs plus stylés que ça. Et on passe à Arthur. Est-ce que tu veux nous montrer du coup. Au temps restant. Ah, il s'est chauffé, c'est vachement bien. Je voulais éviter exactement ce design-là. C'est vraiment en bootstrap. Je savais à 100% que ça allait avoir cette gueule. Je voulais pas. Mais pour le coup, par contre, pour toi, c'est trop stylé. Pour l'exercice, très malin. Mais en fait, mon focus au début, ça a été d'avoir effectivement le jeu fonctionnel d'abord. J'ai d'abord visé le truc qui marche avec un bon score,
C'est bien, il va sur on appelle ça le MVP, le Minimum Viable Product. Il veut quelque chose qui marche et après il va itérer dessus pour l'améliorer, le rendre plus joli, plus sympa, plus UI-friendly, UX-friendly. Pas évident au début. Et du coup, bah après, j'ai juste implémenté des petites améliorations. Parce que là, on a beau dire que l'autre design, et c'est super ce qu'il a fait, et je pense qu'il fera un travail incroyable. Quand tu mets ta petite souris et que ça fait un petit truc super stylé, c'est trop bien pour des environnements de type Apple ou design hyper important. Mais pour répondre à l'exercice avec un gros carré qui se remet en bleu, on voit ce que c'est, ça fait le taf aussi, mais c'est bien. Une par une, et donc bon, il y a des trucs qui marchent pas très bien, on est obligé de cliquer sur la boule. Ouais, typiquement ce genre de petits comportements. Non mais c'est hyper bien que tu l'aies. C'est des petits comportements en fait que ça prend un petit peu de temps à fixer, mais ça contribue tellement fort à l'expérience utilisateur final. Mais même moi en testant, j'étais là, mais ça marche pas. C'est vrai que tout au bouton là il marche. Bah ouais, c'est tellement vrai, c'est des petites choses. Et c'est pour ça que ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce que tu penses au départ de faire un programme et de réaliser des projets. Mais c'est bien, c'est en allant dans le détail, je le dis toujours, parce que ma chaîne c'est sur tout ce qui est trouver un travail, avoir une bonne carrière. Et il y a beaucoup de jeunes qui me demandent, j'ai pas d'expérience, comment je fais pour trouver un premier travail? Et c'est faire des projets de ce type-là de A à Z. Et les gens qui sont dans le monde du travail savent qu'il y a une énorme valeur dans les 20% de la fin qui prennent 80% du temps. Et si tu me dis, j'ai fait un projet à moitié, ça vaut rien. Tu as fait un projet jusqu'au bout et tu as délivré quelque chose, même si c'était tout petit comme un site ou un questionnaire, ça vaut vraiment quelque chose. Mais c'est ça. Mais j'étais là, est-ce que je me lance dans la modification de ça? Je préférais donner la priorité à des petites fonctionnalités, genre un petit timer. Je trouvais ça plus marrant à ajouter le over effect sur le bouton. Très stylé. Et là, si tu cliques, ça passe à la suivante du coup. Ok, ça fonctionne. Top, c'est bien ce qu'il a fait, c'est top. On passe à Mamed, est-ce que tu veux nous? Et je vous mets au défi, hein, c'est hyper dur. En 2 heures faire ça, c'est trop bien. Bref, si vous avez 2 heures à tuer et que vous voulez apprendre quelque chose, allez-y. Montrer. Mamed, j'ai pas vu ton truc. J'ai entendu rigoler et tout, j'ai entendu plein de trucs. J'ai entendu des histoires de chaises. Incroyable. Bon, le problème c'est qu'en plus je finis pas avec une seule version mais 2 versions. Je vous explique. Ah, mais ça c'est bien. Et ça c'est ce que je vous... Ça se voit qu'il travaille dans une grande entreprise. Voilà, c'est bien. Non mais c'est cool. Je le connais pas, mais je pense que j'aimerais travailler avec lui parce qu'on s'entendrait bien, je pense. Il a l'air d'être carré. C'est bien. Pour qu'on est ingénieur, on aime bien être carré. Dites pourquoi, mais ok, intéressant. Premier truc, je fais ça et ça marche. Oh pétard. Oh, trop stylé. Les gros sites des années 90, c'est le... Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais c'est trop cool. Premier truc, en gros, il m'a sorti juste le texte et les questions. Et du coup, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je me suis dit, comme je me suis mis à rajouter des éléments. Et là, au fait, j'ai un truc qui marche. T'arrives à la fin, il a calculé ton score, tout ça. Pour l'instant, en termes de design, c'est mon préféré. Je vous le dis tout de suite. Et du coup, après, je me dis, bon, effectivement, il faut peut-être travailler le design, changer quelque chose. Donc c'est bien, il a commencé avec un MVP, un Minimum Viable Product, et puis après, il itère dessus. Et du coup, je refais ça. Et là, on peut déjà immédiatement voir le premier problème. Ah, mais... Non, mais la barre, elle est sur le côté, il voudrait la mettre en bas, mais déjà, il est là, il est à quelques instants de réussir. Barre de progrès, c'est une bonne idée. Mais il fallait la mettre en bas. Voilà. Ouais. C'était donc ça sans le score affiché. Parfait. Bon, il y a le petit score qui traîne, mais effectivement, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et bah franchement, je m'y attendais vraiment pas. Qu'on ait 3 sites fonctionnels clean à la fin, c'était quand même loin d'être évident. Alors... les monteurs qu'il a sont géniaux, les petites animations, j'adorais avoir ça, trop bien. C'est pour ça que les vidéos de Micode sont super. Est-ce que les devs comme Benjamin vont se retrouver au chômage? Et bah, malgré le résultat de cette expérience, je crois qu'on en est encore quand même très loin. Pour 3 raisons. D'abord... Et donc il revient sur le début, la première question, c'est top. Le diable est dans les détails, c'est les 20% restants du projet qui sont durs, c'est la sécurité, c'est la scalabilité du projet. C'est tout ça qui fait que les développeurs vont toujours être nécessaires. Mais par contre, si tu es indépendant, que tu veux juste faire des petits sites, 100% mets-toi sur ChatGPT ou sur tous les outils qui existent, c'est nécessaire. Que ce soit pour Arthur ou Mamed, leurs avancées pendant les 15 premières minutes ont été fulgurantes. Par contre, ensuite, comme ils n'avaient pas une compréhension fine de leur programme, chaque petite fonctionnalité a été de plus en plus difficile à rajouter. Par exemple, si là je demande à Arthur de plutôt vérifier les bonnes réponses sur un serveur, je crois qu'il n'y a plus personne. Ensuite, coder un truc très simple en 2 heures, c'est exactement l'inverse de ce que fait le développeur moyen, qui passe plutôt très longtemps à naviguer dans des architectures tentaculaires pour résoudre des tâches complexes. Et enfin, c'est quand même marrant de voir que Arthur ne s'est pas fait livrer son projet sur un plateau d'argent. Le seul moyen qu'il a trouvé pour corriger ses erreurs, c'était en fait d'apprendre le dev. Ah bah oui, tu peux pas, oui, forcément. Mais on peut pas tout avoir non plus. Dans une certaine mesure. Donc, à la limite, la seule chose qu'elle risque de faire, ces IA, c'est d'augmenter le bagage technique de tout le monde. Ce qui est plutôt chouette en fait. Bon,
d'augmenter le bagage technique et par effet de bord, de faire que ceux qui en ont le moins vont être moins compétitifs. Donc, il va y avoir des impacts. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'améliorer votre maîtrise de ces logiciels. Il est temps de vous montrer ma version. Oh, let's go! Trop bien! Tada! Pas mal! Non, c'est beau derrière. Ce que je vous c'est propose, c'est un que peu tout en découvrant ma version, on tente de répondre aux On questions. participe au quiz. Ça marche? Allez, c'est parti. Quel est le Ok, let's go. nom du faisons un premier tour, hein. ordinateur électronique construit en 1940? Quel est le nom du premier ordinateur? Oh là là, j'en ai aucune idée. Potentiellement Univac ou Terminator? ENIAC, Univac? EDVAC, Univac ou Terminator? Et là, t'as demandé à ChatGPT de te générer à chaque fois Oh une là question con, enfin une réponse con. Ouais. Mais t'as pas c'est- fact-checké ChatGPT? Non, pas du tout. Ça se trouve, il y a des trucs. Univac. C'est Univac. Réponse du chat. Moi j'aime bien Bah, Terminator. réponse Ah, du merde. chat, c'est Ah, tout. il s'est trompé. Je suis pas avant, c'est pas grave. ENIAC. Quel est l'algorithme de recherche Google, PageRank, Bing, tout ça, Google, PageRank? Vous avez vu, sa meilleure. Ouais. Le rouge Ouais, et tout, ça vient, c'était franchement Et stylé. le vert. Eh, vous avez vu cette fonction? Ouais, c'est bien, c'est stylé, c'est stylé. Quel est le nom de l'algorithme de PageRank, recherche PageRank, de Google? je pense. PageRank, Googlebot, Allez-y, hein, Bing dites-moi en ou commentaire si Jus de vous cerveau. pensez, Qu'est-ce que. combien de réponses vous trouvez bonnes. c'est PageRank. PageRank, hein. Voilà. Dites-moi en commentaire combien de réponses vous trouvez bonnes à la fin. Ouais, on est Ouais, d'accord. Ouais, et non pas jus de cerveau. Quel langage de Oh, dur. programmation a été créé par Yukihiro Matsumoto? Oh, impossible. JavaScript, Python ou Java? Java, Moi, je dirais Ruby. Java, c'est Ouais, plus moi pif. aussi. Je crois que c'est pas ça non plus. Non, Je sais pas. c'est Ruby par élimination. Ouais, c'est Ruby. Ah ouais? Ok. Let's J'ai go. idée, Ok. Quelle est la Oh là là principale là là. utilisation du langage de programmation R? Le développement web, le calcul scientifique, Calcul l'intelligence scientifique. artificielle ou la Très utilisé par les chercheurs. J'avais un pote qui était chercheur sur les brins d'ADN, etc. Et pour faire du médical, et ils utilisaient R pour faire plein de calculs statistiques et tout. création de mèmes? C'est pas la création de même, c'est pas le Vas-y, développement vas-y, web, vas-y. c'est pas Vas-y, du. fais Faites attention sur le calcul scientifique, mais juste. Ouais. Vas-y. C'est bon. Allez, c'est bon. En tout cas, n'hésitez pas à aller essayer le jeu Très dans bien. la description J'espère qu'on n'avait et pas passé 10 tester minutes. votre On culture n'avait pas passé 10 minutes à faire le test quand même. informatique. Également, allez jeter un œil au job dispo chez BNP Paribas et Sponsor. partagez-moi vos théories sur le futur du dev en commentaire. On discutera de tout. Bon bah Micode, ma théorie, la voilà, c'était toute la vidéo. Bon, je pense qu'il regardera pas la vidéo, mais c'est un plaisir en tout cas. ça et je vous dis à la prochaine. C'était Micode. Salut. Super vidéo de Micode. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette analyse. J'ai fait une autre vidéo réaction qui s'affichera. Je fais pas mal de vidéos sur l'ordi, la vie d'un ingénieur si ça vous intéresse. Donc je vous mets une très très bien à l'écran. Merci d'avoir regardé. Bonne journée à vous. Bye bye.